Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, à la mémoire de nos victimes morts pour des causes inavouées, de nos femmes et filles violées, de toutes ces victimes, nous prions d'abord qu'on se lève un peu pour avoir une pensée à leur égard. Merci. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, à la mémoire de nos victimes morts pour des causes inavouées, de nos femmes et filles violées, de toutes ces victimes, nous prions d'abord qu'on se lève un peu pour avoir une pensée à leur égard. Merci. Nous allons brosser à votre attention ce que nous pensons, notre analyse sur les différentes missions que la diplomatie belge et d'autres diplomaties aussi mènent au Congo au sujet des conflits qui font déjà plus de 6 millions de morts, au sujet des conflits dont les causes sont connues. Il s'agit de la convoitise de nos richesses minières. Et nous allons vous parler également, n'est-ce pas, d'autres sujets d'actualité qui sont préoccupants, mais qu'on veut taire, que intentionnellement on veut simplement voiler. Bon. Nous, c'est qui? Nous, c'est OCC, l'Organisation citoyenne pour le changement. Mais le sujet n'est pas de vous le présenter aujourd'hui parce que nous sommes en construction. Nous sommes une plateforme pour la libération, qui lutte pour la libération de notre pays, de l'oppression et de l'occupation. Quels sont nos objectifs? Par libérer le pays, nous voulons, dès que le pays est libéré, installer une autorité de restauration qui vise à ce que on puisse d'abord commencer par nettoyer, c'est-à-dire procéder à l'assainissement de la classe politique, pour que nous puissions avoir une société qui vive avec des valeurs d'éthique, une certaine morale, car vous savez très bien ce qui existe aujourd'hui au Congo. Comme l'a dit un ancien président américain, Thomas Jefferson, au nom des libertés, il ne croyait pas. Il a dit exactement ceci: je ne crois pas aux libertés. Quand on parle de liberté, quand la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni parle de liberté des mers. Il a dit également que je ne crois pas non plus aux libertés quand on parle, n'est-ce pas, des libertés, des valeurs. Ce qu'on cherche, c'est de nous dominer, de prendre nos richesses et pour partir avec. C'est la même réflexion que nous devons nous faire aujourd'hui avec la démocratie, entre guillemets, qu'on nous présente. Une démocratie sans éthique, une démocratie de terreur. Alors nous disons non à ça. Nous voulons une démocratie réelle, où les droits et libertés des citoyens, de l'homme en général, sont garantis. Nous savons par exemple qu'aujourd'hui, il y a le président français, Hollande, François, qui dit qu'il attend des signes. Il
il attend des signes de démocratie, des signes de droits de l'homme. Mais ce n'est pas ce pouvoir. Nous savons également, n'est-ce pas, qu'il y a eu des élections au Congo, dans notre pays, et que ces élections sont tachées d'irrégularités. Irrégularités qui veulent dire quoi? Nous savons tous ce que c'est que ça veut dire. Mais la parole n'est pas à nous. Nous sommes en construction en ce qui concerne l'organisation citoyenne pour le changement. Je disais que nous sommes une plateforme, nous sommes en construction, nous recrutons selon des valeurs réelles d'hommes, droits, des gens qui ont des personnes qui ont une verticalité morale, des patriotes comme on dit, et pour pouvoir demain faire une société convenable. Avec qui? Travaillons également, n'est-ce pas, pour la promotion d'une génération des bâtisseurs. Aujourd'hui, à travers le monde, le Congo dispose des jeunes qui sont allés étudier, des jeunes qui sont en train d'intégrer les valeurs du monde. Alors, ces jeunes-là, il faut c'est leur droit aussi, il faut qu'ils trouvent une place pour pouvoir demain arriver à émerger notre pays. Voilà nos objectifs. Alors, vous allez nous demander comment nous allons le faire. Nous allons le faire simplement avec les armes de la légalité. Bon, il y en a qui trouvent, n'est-ce pas, d'autres options, ça c'est leur affaire, mais nous allons faire les choses avec les armes de la légalité. Et c'est comme ça que, en fonction de ça, armés de cela, eh bien, nous irons partout. Il faut. Nous irons partout, nous crierons partout et nous forcerons toutes les portes. Bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est notre sœur, Madame Justine Poyo Kazavubu, qui va le présenter. C'est notre porte-parole de l'OCC. Vous la connaissez très bien. Et je lui laisse la parole pour vous faire part de nos réflexions. Merci beaucoup, M. Kabaïdi. Bonjour à tous. Et donc, comme vous avez vu dans l'intitulé de notre conférence, il s'agit d'une évaluation suite à la visite du ministre des Affaires étrangères belge, M. Didier Reynders, au Congo et au Rwanda. Mesdames et messieurs, certains responsables et hommes d'État belges ont pris coutume de lasser l'opinion par des comptes rendus faits de monologues d'autosatisfaction sur leur mission à l'étranger, notamment en République démocratique du Congo. Leurs déclarations emphatiques voilent pour la plupart des cas des réalités dévastatrices des intérêts des peuples grâce à des contre-vérités qui servent plus leurs propres avantages que ceux des États africains ou du rapprochement des peuples. Ainsi, dans l'analyse de la déclaration récente du ministre Didier Reynders sur son voyage en RDC ainsi qu'au Rwanda, l'OCC, Organisation citoyenne pour le changement, a tenu à faire part à l'opinion belge, congolaise et internationale des observations objectives qui en découlent, de ses conclusions, mais aussi de ses ébauches de solutions en ce qui concerne les conflits récurrents dans la partie est de la RDC. Mesdames et messieurs, sous prétexte de la démocratie et de l'aide apportée aux pays pauvres et en voie de développement d'Afrique ou d'ailleurs, le nouvel ordre mondial a engagé la diplomatie occidentale néocoloniale à s'investir en vue de l'émergence d'une stratégie de fausses bonnes intentions qui couvrirait, semble-t-il, les crimes les plus odieux ainsi que leurs auteurs afin de consolider le pouvoir des criminels. Dès lors, des interrogations légitimes germent sur les multiples missions des ministres des Affaires étrangères belges en RDC, lesquelles ont été couronnées d'échecs patents au vu de la persistance des conflits et de l'insécurité généralisée. Cela nous amène à penser que la diplomatie belge doit souffrir d'une névrose obsessionnelle contaminant chaque titulaire du poste à l'illusoire conviction de jouer un rôle important en RDC, l'incitant ainsi à s'octroyer, selon lui, une tutelle sans mandat légitime sur un pays souverain
en affichant un air besogneux pour des résultats décevants et négatifs. Si nous tenons compte des différentes ingérences sans fondement valable effectuées par ces différents acteurs diplomatiques depuis le début des conflits et des situations d'instabilité politique dans lesquelles ils ont plongé la RDC par des choix partisans, et j'insiste, des choix partisans, l'activisme déployé par les chefs de la diplomatie belge ressemblerait plus à l'affolement d'un pyromane surpris par l'ampleur de l'incendie, s'improvisant sapeur-pompier. Ainsi se caricature le voyage du ministre Didier Reynders, qui conclut par une déclaration stigmatisant les erreurs du passé, mais visiblement en soutien du pouvoir imposteur de Joseph Kabila, de même qu'à l'envahisseur Kagame, désormais dans le collimateur de la justice internationale. Pour l'OCC, cette déclaration est nulle pour les raisons suivantes que nous énonçons en 10 points. Point 1. Sur les habitudes du passé. Les habitudes du passé qualifiées d'erreurs et justifiées par le ministre Didier Reynders constituent en fait des fautes extrêmement graves commises délibérément par l'un de ses prédécesseurs, M. Louis Michel, qui vient d'ailleurs de se distinguer en disant que M. Kagame est un grand leader. En l'occurrence, il s'agissait du brassage des criminels Tutsis introduit au sein des forces de défense et de sécurité de la RDC. Cette formule inédite a été dénoncée par l'ensemble de l'opposition congolaise, car contraire à la tradition de l'ONU qui recommande la procédure classique en matière de règlement des conflits, à savoir la neutralisation et le désarmement des rebelles. Pour des raisons évidentes, M. Louis Michel a violé et transgressé expressément une procédure internationale de l'ONU, adoptée pourtant par l'ensemble des nations et qui a donné des résultats satisfaisants à travers le monde. La tentative du ministre Didier Reynders de nuancer une faute énorme, cause de millions de morts et source d'une déstabilisation durable en RDC, nous fait par voie de conséquence douter de la crédibilité de la personne et de l'honnêteté de ses déclarations. L'OCC réprouve ce cynisme qui tente de banaliser des faits répréhensibles commis avec des intentions délibérées de nuire à un pays nettement affaibli par des choix rédhibitoires imposés et lesquels exigent sanctions et réparations. Par ailleurs, le fait de fustiger ou de stigmatiser ces choix criminels du passé ne peut aider à construire un cadre rassurant pour nos populations. Point 2. L'armée. Pour l'OCC, les FARDC ne peuvent être considérés comme une armée congolaise, du fait qu'elles ne sont et ne reflètent en réalité qu'une mixture hybride concoctée afin de garantir, de faciliter et de faire perdurer l'intrusion des forces étrangères en RDC. Le peuple congolais réuni en conférence nationale souveraine a levé unanimement l'option de doter la RDC d'une armée républicaine défendant l'intégralité du territoire au lieu d'utiliser les armes pour des répressions criminelles contre les populations. Il y a donc lieu de s'inscrire dans une logique radicale et rigoureuse d'épuration dans le but d'expurger de l'armée, de la police, des services de sécurité, des institutions et de l'administration de la République toute intrusion inopportune menée par des corps étrangers ou de nationalités équivoques, responsables des crimes, des conflits, de l'instabilité généralisée en RDC. L'offre du ministre Didier Reynders relative à la formation de l'armée nous oblige à scruter l'état des formations antérieures organisées par la Belgique au même niveau. L'obligation de résultat fait ressortir que, depuis l'époque de M. André Flau, actuel président de la Chambre des représentants belges, alors ministre de la Défense, ayant lui aussi multiplié des déplacements RDC, la fréquence des défaites, des débâcles, des débandades ou encore des déroutes de l'armée déguisées en repli stratégique face à l'ennemi n'a cessé de croître. Le ministre Didier Reynders devrait se garder de faire l'éloge des bataillons d'élite formés par des instructeurs belges
bataillons d'élite qui n'ont d'ailleurs pas fait signe de vie devant le M23. Où sont passés les bataillons d'élite? Aussi bien que le ministre Didier Reynders se blâme et interdit toute ingérence extérieure en RDC, autant lui-même, nous semble-t-il, devrait laisser aux Congolais la liberté des choix, de tous les choix. Point 3. À propos du dialogue Rwanda-Congo. Selon la déclaration officielle du département des États-Unis d'Amérique faite par la secrétaire d'État, Mme Hillary Clinton, à Goma, au cours de sa récente visite en RDC, la convoitise des richesses minières est la cause des conflits en RDC. Convoitise qui se traduit en une tragédie macabre qui se poursuit à l'heure actuelle et pour laquelle des millions de Congolais ont payé de leur vie sans que les coupables n'aient été inquiétés par la justice. Considérant que l'ONU, par le biais du rapport de ses experts, dénonce enfin les personnages impliqués dans ces entreprises de mort, l'OCC condamne toute déviance et appelle l'ONU ainsi que tous les Congolais à exiger que justice soit faite. Il n'y a pas de paix sans justice. La supercherie consistante à emprunter le chemin instaurant un dialogue Rwanda-Congo ne servirait qu'à protéger et couvrir les auteurs des divers crimes et actes odieux commis par Paul Kagame et ses lieutenants, dont Joseph Kabila, issu de l'armée patriotique rwandaise. Nous comprenons donc qu'à chaque fois, la mise en scène d'une réconciliation, d'une négociation ou d'un dialogue a été privilégiée par la médiation belge afin de permettre aux auteurs de ces crimes de passer entre les mailles du filet de la justice. Ainsi, le scénario de la poignée de main de la réconciliation entre Kagame et Kabila a-t-il connu le mépris d'Hillary Clinton à son arrivée à Goma lors de sa dernière visite officielle. Alors, si réellement le ministre belge souhaitait le calme et la paix en RDC, il militerait plutôt pour combattre l'impunité et lutterait aux côtés du peuple congolais pour que justice soit faite pour tous. Ce dialogue serait encore une fois une pantalonnade quand on connaît le caractère hiérarchique de la relation entre Joseph Kabila et Paul Kagame, à savoir celle de simples soldats, hommes de troupes dévoués à son général commandant en chef. C'est bien au garde à vous que l'un reçoit les ordres de l'autre, et ces ordres ne se discutent pas. Point 4. Kagame est-il une solution, comme le dit M. Reynders? Ainsi, contrairement à la déclaration du ministre, pour l'OCC, Kagame n'est pas la solution, mais il constitue un problème et une grande menace pour l'avenir de toute la région des Grands Lacs. Et le pire, c'est d'ignorer et d'étouffer la réalité, mais aussi d'avoir combattu en son temps la révélation de M. Karl de Gucht sur l'imposture de Kabila, dont les services de renseignement américains et belges savent pertinemment qui il est, neveu de James Kabarebe, et que sa mère, Marceline Mutembouji, est la sœur de Kabarebe. Point 5. Sur les accords à la chasse aux Hutus. Suite à la déclaration évoquée plus haut par la secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, Mme Hillary Clinton, sur la cause des conflits, il devient épineux de soutenir la thèse et les raisons du génocide de Tutsi en ignorant les véritables génocides Hutus et Congolais où les morts se comptent par millions. Puisqu'il est établi dans d'autres rapports de l'ONU que tous ces crimes ne profitent qu'au Rwanda de Kagame, à savoir l'exploitation du gaz méthane du Kivu, le transit obligatoire des richesses minières de la RDC par Kigali, le pillage du patrimoine de la RDC, l'accaparement des territoires congolais, l'intrusion tutsi-rwandaise dans les institutions congolaises et dans les forces de défense et de sécurité de la RDC, l'OCC estime qu'il est grand temps pour le peuple congolais de reprendre son destin en main. De plus, il n'existe aucun lien entre la chasse aux Hutus et l'escalade des exigences rwandaises à la RDC, et ce, tant en ce qui concerne le partage du pouvoir
tous les profits miniers et financiers notamment, que la tutelle du Rwanda sur la RDC, telle que publiquement manifestée au 50e anniversaire de la RDC, imposant lamentablement au souverain belge Albert II et aux autres chefs d'État l'attente de l'arrivée pendant plus de 2 heures de Paul Kagame avant de débuter les festivités. Sous ce prétexte de la chasse aux Hutus, on pourrait ainsi varier à l'infini les motifs les plus divers pour faire perdurer les conflits en RDC. Sans justice, c'est un permis illimité de tuer que nous octroyons à Paul Kagame et aux Tutsis du Rwanda qui jouissent de la complicité diplomatique de la Belgique. Point 6. Sur l'intégration dans la région des Grands Lacs. L'OCC ne trouve aucun intérêt pour la RDC de s'asseoir à la même table avec des pays qui ont semé la mort par millions de ses citoyennes et citoyens, violé ses filles, brûlé ses villages, pillé son patrimoine et détruit son environnement. Il n'y a pas de paix sans justice. Ces pays frontaliers ont été responsables du génocide congolais, ayant comptabilisé, nous l'avons dit, 6 millions de morts, premièrement dans le rapport Garreton, et ensuite dans le rapport Mapping, et ceux d'autres experts et d'observateurs crédibles de l'Union européenne, entre autres, ou encore de Human Rights Watch. La contiguïté territoriale n'est pas un mobile qui justifie une mise en commun, un partage des biens ou du patrimoine, quand en réalité, il n'existe aucune approche équilibrée de culture, de langue, de caractère, d'objectifs qui rassure les uns et les autres. Le vrai dialogue serait un dialogue rwandais-hutu-tutsi. Séculaires, les conflits rwandais entre les peuples Hutu et Tutsi sont internes au Rwanda. Et la responsabilité de la question sécuritaire de ce pays doit cesser de revenir à la RDC. Chacun doit faire preuve d'honnêteté à ce sujet, totalement interethnique, et ne peut en aucune manière engager la responsabilité de la RDC. Persister à exporter ces conflits ailleurs n'est que supercherie et complicité aux motifs évoqués par le département d'État, tel que dénoncé par Mme Clinton. Il y a bien d'autres pays voisins du Rwanda qui peuvent accueillir le trop-plein de ces populations, notamment l'Ouganda, anglophone et ayant hébergé la révolution tutsi rwandaise. Rendu riche par les pillages des produits miniers en RDC, le Rwanda peut aussi construire en hauteur pour loger ses propres populations. Le règlement de ces conflits sempiternels trouvera son issue dans un dialogue Hutu-Tutsi, de même que la communauté internationale l'impose à d'autres pays. Si la diplomatie belge veut conforter, convaincre et prouver la présomption de connaissance dont elle se targue de la région des Grands Lacs, elle devrait, selon nous, examiner et analyser objectivement la voie de la justice, afin de réaliser à son honneur la paix tant attendue par les Congolais. La diplomatie belge court le risque de se voir taxée tôt ou tard de complice par le soutien aveugle à un pouvoir mono-ethnique, dictatorial et génocidaire, quand sera démontré que ces entreprises de mort procèdent d'une guerre d'agression. Du reste, il est surprenant que la diplomatie belge évolue à contre-courant de la tendance internationale qui analyse autrement le rapport des experts de l'ONU au point de retirer sa confiance au Rwanda, de quitter la compassion à son égard et de lui couper ses aides. Enfin, toute intégration inter-État pose des critères auxquels chaque État doit se conformer. L'Union européenne l'illustre bien par les nombreux critères qu'elle exige des pays qui attendent plusieurs années avant leur entrée dans la famille européenne. À titre indicatif, nul n'ignore que pour cause des guerres d'agression, l'Allemagne avait été soumise à des conditions drastiques après la guerre avant de devenir membre de l'Union européenne. De l'avis de l'OCC, la RDC n'a rien de commun avec les pays membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs et n'en tire aucun profit. De ce fait, l'OCC se désengage de tous les accords initiés et conclus avec Joseph Kabila. L'OCC déplore et condamne donc l'omission des réponses concrètes
aux préoccupations majeures des populations congolaises. Point 7. Cas de viol et violence. La déclaration du ministre Didier Reynders et les multiples voyages sans intérêt pour le peuple congolais des autorités belges provoquent un double sentiment de dépit et de répugnance égal au coup de colère du docteur Denis Mukwege, gynécologue de l'hôpital Panzi à Bukavu, lequel s'est indigné de voir le ministre belge, comme beaucoup d'autorités avant lui, revenir sur les mêmes questions sans apporter une suite convaincante. La colère d'un homme connu pour son calme habituel et sa capacité à réconforter les malades traduit en fait la souffrance d'un peuple excédé de vivre constamment le sadisme des puissances économiques et l'excessif acharnement de certains groupes belges sur la question militaire en RDC, singulièrement focalisée dans les provinces de l'Est de la RDC, terreau fertile des conflits, c'est-à-dire des tueries. Ceci va des accords signés en période de transition entre la ville-province de Liège, région wallonne, et la province du Katanga, fief du Mania belge, surnommé d'ailleurs vice-roi du Congo, en passant par le projet d'octroi des licences d'une usine d'armement Fabrique nationale Herstal, est supposé se réaliser dans un pays situé à la frontière de la RDC, projet du reste dénoncé et dédommagé à hauteur de 5 millions d'euros, pour finir par un programme de formation militaire des bataillons commando, toujours centré à l'est de la RDC, foyer des tueries. Nous ne sommes pas loin d'affirmer que ce genre de programme ciblé à l'est vise des objectifs précis qui expliquent la récurrence des conflits, la supériorité des groupes militaires rwandais et leur refus de se positionner ailleurs qu'à l'est en intégrant les troupes congolaises. Ce qui explique d'autre part le silence surprenant du ministre Didier Reynders sur les éléments brûlants d'actualité, comme par exemple les enlèvements d'hommes politiques ou les arrestations arbitraires de journalistes, qui causent d'énormes torts à l'ensemble du corps politique congolais. Point 8. Sur l'insécurité. La responsabilité de l'évolution du crime politique organisé en RDC serait attribuée, selon des enquêteurs chevronnés et expérimentés réclamant l'anonymat, à Joseph Kabila. Le silence sur une démocratie de terreur est marqué par un ensemble d'éléments négatifs tels que l'étrange disparition récente de l'honorable député Diomine Dongala, donné pour mort par empoisonnement, torture et violence corporelle, confirmant ainsi le taux croissant de climat général d'insécurité au quotidien. De tels éléments autorisent une interpellation diplomatique pour déni de démocratie. Il est inconcevable que la condamnation de telles pratiques, comme règle de base des principes que l'Union européenne s'est réclamée et garantir en RDC déjà lors des élections de 2006, par l'intervention de l'effort, la force de l'Union européenne, n'est guère figuré à l'ordre du jour du ministre des Affaires étrangères belge afin d'encourager l'éradication des crimes. Point 9. Sur la présence belge à la francophonie. Souffrant d'autisme ou de cécité, après des élections frauduleuses en RDC, la déclaration du ministre Reynders est muette sur une situation post-électorale explosive et prévisible relative à la position de la Belgique quant à sa participation au prochain sommet de la francophonie à Kinshasa. Et ce, malgré la dénonciation des procédures malhonnêtes contenues dans le rapport de la mission d'observation de l'Union européenne, qui considère que les résultats des élections du 28 novembre 2011 sont non crédibles. Un message clair qui aurait dû être bien compris par l'émissaire du président François Hollande sur la présence de ce dernier à Kinshasa. Pourtant, la Belgique est le seul pays occidental à avoir reconnu jusqu'ici le pouvoir imposteur congolais issu des élections irrégulières et contestées de novembre 2011. Or, le prélat de l'Église catholique en RDC, son éminence du cardinal Monsengo, avait d'ailleurs exprimé son avis sur la question en disant que
ce n'est pas rendre service à la démocratie congolaise que de participer à ce sommet de la francophonie. Et point 10, sur la position de la Belgique et ses irrégularités constatées en novembre 2011. Eh bien, s'il faut se référer à la Déclaration universelle des droits de l'homme, que nous l'aimions ou pas, l'élu serait M. Étienne Tshisekedi wa Mulumba. En effet, l'article 21 de cette Déclaration universelle des droits de l'homme stipule clairement, point 1, toute personne a droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par intermédiaire des représentants librement choisis. 2. Toute personne a droit à accéder dans les conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. L'article 30 énonce quant à lui qu'aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui sont énoncés. Et nous n'avons pas entendu ce qu'en dit la diplomatie belge. Pour terminer alors, mesdames et messieurs, l'OCC ne peut que lancer un vibrant appel à tous les Congolais, où qu'ils soient, à la diaspora en particulier, pour qu'ensemble nous prenions en main notre destin. Car personne d'autre ne le fera à notre place. Nous sommes conscients que le chemin à parcourir sera long, mais avec le courage, la détermination, la foi et la persévérance, la victoire est certaine, puisque la cause est juste. Voilà, mesdames et messieurs, l'OCC tient à vous remercier pour votre présence, ainsi que pour l'attention que vous avez apportée à notre analyse sur cette déclaration du ministre des Affaires étrangères, M. Didier Reynders, et sur sa mission de soutien au pouvoir en place en République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Et nous avons 70 millions d'habitants au pays et 99% d'entre eux souffrent terriblement. Et dans vos préoccupations, vous faites allusion à tout ce que le peuple endure. Ma question est celle-ci. Quel mécanisme mettez-vous en place pour mieux communier avec la population, autrement dit, pour que le discours que vous prenez ici puisse atteindre le Congolais le plus éloigné possible dans nos provinces? Merci. Nous sommes effectivement en construction, mais nous pouvons aussi d'ores et déjà vous dire que toute l'expertise dont notre pays a besoin, à savoir l'expertise diplomatique, l'expertise géostratégique, l'expertise en termes de développement, l'expertise économique et l'expertise aussi financière aujourd'hui, ce sont des éléments très importants et nous pouvons déjà vous dire que dans notre organigramme, il est prévu que nous puissions dans tous ces différents secteurs œuvrer pour que la République démocratique du Congo puisse effectivement avoir voix au chapitre. Car vous n'ignorez pas que, bien sûr, vous le dites, notre population souffre. Mais nous avons, je pense, suffisamment démontré que les causes de ces souffrances sont souvent des enjeux, des fausses bonnes intentions, mais aussi des fausses bonnes intentions concoctées ailleurs qu'en République démocratique du Congo pour imposer à notre peuple une implosion programmée à plus ou moins moyen ou long terme. Et donc, nous pensons qu'il faut attaquer le mal dans ses causes. Et les causes en amont concernent grandement la diplomatie et la géostratégie. Puisqu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde interdépendant, et vous savez très bien que l'impérium des puissances occidentales s'appuie depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale, si pas avant, sur les matières premières dont regorge la République démocratique du Congo. Et si aujourd'hui nous souffrons, c'est justement parce que dans l'équation de tous ces calculs, eh bien, les Congolais n'ont pas encore compris que c'est la dimension géostratégique
qui est en train de conditionner les souffrances dont nous sommes victimes. Et donc, il nous semble, avant de passer la parole peut-être pour être complété, il nous semble ici tout à fait opportun de focaliser un effort accru sur notre capacité à mobiliser la diplomatie internationale pour que la raison du Congo puisse valoir. Voilà ce que je peux vous répondre pour le moment.